La fille que vous voyez ici, souriant jusqu'aux oreilles, est accusée d'un crime brutal. Elle est arrêtée pour avoir tenté de tuer son petit ami endormi avec une hachette. Voici l'histoire de cette photo d'identité judiciaire devenue virale, avec de nombreux éléments à analyser. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law on Crime. Je suis Chris Stewart. Il n'y a jamais de bonne expression sur une photo d'identité judiciaire, car elle est souvent prise à l'un des moments les plus difficiles de la vie de quelqu'un. Mais cette photo d'identité judiciaire est devenue virale à cause de l'expression que vous voyez sur le visage de cette femme. C'est une expression rare, même si nous traitons souvent des affaires avec des photos d'identité judiciaire chez Law and Crime. Et aussi dans les cas où les accusations auxquelles une personne fait face sont tout simplement horribles. Maintenant, la fille que vous voyez sourire sur cette photo, c'est Lena Di Oliveira. Photo d'identité prise à la prison du comté de Cass, Dakota du Nord, où se situe Fargo. Di Oliveira est accusée de faits survenus selon la police vers 5h30 le 5 septembre. Et voici des photos tirées de sa page Facebook. Elle a 23 ans et voici une photo du garage détaché, la scène présumée du crime. La police dit que l'agression aurait eu lieu ici. La police a été appelée dans ce garage à Fargo tôt le matin du 5 septembre et ils ont trouvé le petit ami de Di Oliveira avec des blessures importantes et une traînée de sang menant au garage où tout cela se serait produit. L'affaire semble désormais reposer principalement sur un témoin oculaire affirmant avoir tout vu. Cet homme séjourne aussi dans ce garage indépendant où Di Oliveira et son compagnon auraient également logé, d'après les médias. Et c'est là que cette histoire devient troublante et que les détails peuvent devenir macabres. L'homme a dit s'être réveillé le 5 septembre à 5h30 et avoir entendu le petit ami de Di Oliveira crier. Et il dit qu'il aurait vu d'Oliveira derrière son petit ami brandissant une hachette. Il a dit qu'il n'a pas vu l'impact, mais il a décrit le bruit comme, je cite, « fendre du bois ». L'homme a dit que les doigts du petit ami de d'Oliveira manquaient, qu'il y avait du sang et une grande marque sur son crâne, apparemment causée par cette hachette. Et il a dit que, d'après le bruit, on aurait dit que la hachette frappait la tête de lit d'un lit. La police n'a pas trouvé d'Oliveira à son arrivée. Ce témoin a déclaré qu'elle était sans abri, qu'elle avait séjourné dans différentes maisons du quartier, ainsi que dans le garage indépendant où tout cela se serait produit. Avant d'expliquer comment les forces de l'ordre ont retrouvé Di Oliveira, ces réseaux sociaux montrent clairement ses difficultés. Et c'est un contexte important pour comprendre l'histoire et cette suspecte. C'est choquant non seulement à cause des accusations contre elle, mais aussi parce qu'elle semblait remonter la pente cette année. Publication du 8 avril où elle a dit « Quelqu'un est devenu sobre, promis, ça t'ira bien ». Le 14 avril, elle a publié un message expliquant qu'elle assumait ses responsabilités et suivait un traitement. Elle a admis avoir souvent pris de mauvaises décisions et que demander de l'aide était l'une des meilleures décisions pour ses enfants et elle-même. Elle a évoqué ses problèmes de dépendance, mais a affirmé les affronter et adopter la sobriété. Puis, le 30 avril, elle a fièrement annoncé qu'elle était sobre depuis 30 jours. Maintenant, toute personne ayant connu des problèmes de dépendance dans sa famille vous dira que 30 jours peuvent représenter un immense accomplissement et que le chemin de la guérison n'est jamais linéaire. C'est un combat permanent et peut-être que Lena Di Oliveira pourrait en être un exemple. Elle a même fièrement publié ce certificat attestant qu'elle avait terminé un programme en centre de soins en avril. Autre élément de contexte, rappelez-vous que d'Oliveira a reconnu avoir fait de nombreuses erreurs dans sa vie. Elle a fait la une des journaux en 2017 à seulement 14 ans. Valley News Live et d'autres médias du Minnesota et du Dakota du Nord ont rapporté sa disparition. On ne sait pas exactement quelles étaient les circonstances de sa disparition à l'époque, mais nous sommes maintenant en 2025. Et une fois de plus, lorsque les autorités sont arrivées sur cette scène présumée macabre où Di Oliveira aurait attaqué son petit ami avec une hachette, les forces de l'ordre étaient de nouveau, le 5 septembre, à sa recherche. Elle a maintenant 23 ans. Ils ont diffusé cette affiche pour obtenir des informations alors qu'ils la recherchaient. Comme vous le voyez en haut, il ne s'agissait pas d'une disparition. Il fallait retrouver un suspect recherché pour tentative de meurtre. Le 7 septembre, 2 jours après l'attaque présumée à la hache, d'Oliveira a été arrêté à Moorhead, Minnesota. C'est juste de l'autre côté de la frontière de l'État, depuis Fargo, où l'attaque aurait eu lieu. Et voici sa photo d'identité lorsqu'elle a été placée en garde à vue, avec ce large sourire sur le visage, un sourire qui va d'une oreille à l'autre. Elle aurait demandé un avocat lorsque les autorités l'ont interrogée au sujet de l'attaque. Elle est maintenant détenue sous caution de $500 000
Concernant son petit ami, la police indique qu'après examen du forum, il a pu parler aux enquêteurs. C'est une tentative de meurtre, donc il est vivant. Il n'est pas clair à ce stade quel était le mobile de cette attaque présumée. Avant de reprendre cet épisode de Sur l'affaire, je dois prendre un moment pour parler de quelque chose d'important. Car lorsque l'on couvre des faits divers, on voit évidemment beaucoup d'histoires qui montrent à quel point la vie peut changer en un instant, d'une manière à laquelle on ne s'attendrait jamais. Je pense souvent à cela pour ma famille et à garantir un avenir sûr à mes enfants. Cela dit, l'assurance vie fait partie de ces choses auxquelles personne ne veut penser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je n'ai pas envie d'imaginer un jour où je ne serai plus là pour aider mes enfants à payer leurs études ou à leur assurer un toit au-dessus de leur tête. Mais avoir une assurance vie temporaire en place dès maintenant signifie que si quelque chose d'inattendu devait arriver, vos enfants bénéficieront d'une meilleure protection. Et vous aurez l'esprit un peu plus tranquille en sachant que vous avez tout fait pour les protéger à l'avenir. Fabric par Gerber Life est une assurance vie temporaire accessible dès aujourd'hui, pensée pour les parents occupés comme vous. Tout se fait en ligne selon votre emploi du temps, directement depuis votre canapé. Obtenez votre couverture en moins de 10 minutes sans examen médical. Fabric est unique car il s'est associé à Gerber Life, une compagnie de confiance depuis plus de 50 ans pour des millions de familles. Leurs polices de haute qualité sont conçues avec flexibilité pour s'adapter à votre famille et à votre budget, comme jusqu'à 1 million de dollars de couverture pour moins d'1 $ par jour. Ils offrent aussi des testaments numériques gratuits et des outils d'investissement pour planifier l'avenir financier de votre famille, le tout accessible depuis votre téléphone. Rejoignez les milliers de parents qui font confiance à Fabric pour protéger leur famille. Faites votre demande dès aujourd'hui en quelques minutes sur meetfabric.com, PICTEOTC. C'est meetfabric.com, OTC, Fabric.com, OTC. Nous rejoint maintenant pour en parler davantage le psychiatre légiste, Dr Daniel Bober. Merci comme toujours de prendre le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Cette photo d'identité judiciaire montrant un suspect accusé d'un crime atroce, sourire attire beaucoup l'attention. Dans votre domaine, que pensez-vous en voyant une photo d'identité comme celle-ci? Eh bien, écoutez, il est très difficile de savoir exactement ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un quand il prend une photo d'identité comme celle-là. Mais dans ce cas précis, j'ai été particulièrement frappé par le témoin qui a dit qu'elle semblait, et je cite, ailleurs. Quand je vois quelqu'un ailleurs, je pense à certaines choses. Je pense à la psychose, qui est littéralement un départ de la réalité. Oui, je pense à la dissociation, où les gens sont déconnectés de leurs pensées et de leurs émotions, à la manie ou à un trouble sévère de l'humeur, ou bien sûr à la consommation de substances ou à l'intoxication, qui d'ailleurs est un facteur de risque de violence bien plus important que la maladie mentale. Alors, quelles substances sont associées à la violence? La première, c'est l'alcool. Voilà donc certaines des choses auxquelles je pense quand je vois quelqu'un qui, je cite, n'est pas dans son état normal. Oui, parce qu'elle l'a fait. Rien qu'en voyant ce qu'on a vu sur Facebook, elle était dans une démarche de sobriété en avril. 30 jours sans alcool, elle a publié un certificat à ce sujet. Elle en était très fière. Mais nous voilà en septembre et elle aurait attaqué son petit ami alors qu'il dormait, avec une hachette. Sachant qu'elle n'était pas dans son état normal, elle avait mentionné avoir consommé méthamphétamine et fentanyl et on ignore si elle a rechuté. Mais ces drogues en particulier, comment pourraient-elles affecter un état d'esprit? La méthamphétamine est un stimulant qui peut rendre les gens paranoïaques et agressifs. Utiliser une hachette est très symbolique, n'est-ce pas? C'est aussi direct et personnel que possible. C'est brut. C'est brutal, sauvage. Et ça donne l'impression d'une explosion d'émotions violentes ou de pensées désordonnées. Donc, cela ne semble pas froid et calculateur, mais plutôt comme quelqu'un en crise aiguë. Et elle était apparemment sans abri à ce moment-là. Elle avait des problèmes de consommation de drogue. On ne sait pas, en ce qui concerne son casier judiciaire, si elle a déjà eu des accès de violence par le passé. Et si elle n'avait jamais eu de tels accès, elle n'a pas eu de crise de violence dans le passé. À quel point est-il fréquent que quelqu'un, sans raison apparente, prenne une hachette et attaque une personne endormie selon la police? Eh bien, évidemment, quand on attaque quelqu'un qui dort, vous savez, il est dans la position la plus vulnérable possible. C'était probablement quelque chose provoqué par des substances, très probablement vu son passé, mais ce n'est pas certain à 100%. Mais cela, combiné peut-être à des sentiments de rage, de jalousie qu'elle avait envers lui, ce n'était probablement pas une dispute isolée.
et que c'est probablement quelque chose qui s'accumulait et qui a culminé en cette explosion de violence. Et quand on ajoute des substances dans le mélange, cela devient extrêmement, extrêmement imprévisible. Quand tu dis psychose, tu penses juste à quelqu'un qui n'est plus lui-même. On évoque souvent la maladie mentale et les difficultés associées. Je veux dire, quels sont, de façon générale, les facteurs qui peuvent amener quelqu'un à devenir désabusé? Qu'est-ce qui peut en être la cause? Donc la psychose peut être quelque chose d'organique, comme la schizophrénie. C'est un sujet que j'aborde souvent, la psychose induite par le cannabis. Donc il y a l'intoxication au cannabis, et nous savons que les variétés de cannabis ont maintenant des taux de tétrahydrocannabinol beaucoup plus élevés. Elles aussi peuvent en rendre les gens paranoïaques, délirants, et provoquer des hallucinations auditives. Elles peuvent donc altérer la perception de la réalité. Et il est très difficile de prédire ce que quelqu'un sous l'influence de cela pourrait faire. Maintenant, certes, nous parlons d'intoxication par rapport à une psychose induite par une substance, n'est-ce pas? Il y a l'intoxication qui est sur l'effet aigu de la substance. Une psychose peut aussi être provoquée par la substance, ce qui est totalement distinct. Et pour elle, je reviens simplement à cette photo d'identité judiciaire où elle sourit. Et cela, c'était 2 jours après l'événement. Et je veux aussi être clair sur le fait que nous ne connaissons pas sa version de l'histoire. Nous ignorons si un événement l'a motivé à agir ainsi. Comment évaluez-vous l'état mental et posez-vous un diagnostic chez des personnes accusées de tels crimes? Essayez de comprendre et reconstituer ce qui se passe dans leur esprit sans poser de diagnostic. Nous voulons donc réaliser une évaluation psychiatrique complète incluant l'examen des antécédents médicaux pertinents. Le patient a-t-il des antécédents de commotion ou traumatisme crânien? Ont-ils des antécédents de maladie thyroïdienne? Ont-ils des antécédents médicaux ou neurologiques pouvant expliquer ce tableau clinique? Ensuite, on leur voit la consommation de substances. La personne est-elle connue pour en consommer ou en a-t-elle déjà eu des problèmes? Tout antécédent psychiatrique, surtout lié à la violence. Nous examinons aussi leurs antécédents familiaux. Nous examinons leur niveau de fonctionnement et leur travail à l'école. Nous parlons aux personnes qui les connaissaient dans les jours, les heures et les minutes précédant le crime afin de connaître leur état d'esprit. Voici quelques actions que nous entreprendrions pour reconstituer les faits. Quand vous parlez à cette personne, que lui demandez-vous si vous connaissez déjà un peu son histoire médicale et cherchez à savoir ce qu'elle a en tête? Encore une fois, j'examinerai leurs antécédents de violence et de consommation de substances. Je suivrai simplement une liste de questions pour essayer d'obtenir des antécédents, car comme nous le savons, le meilleur prédicteur du comportement futur, c'est le comportement passé. Et donc, nous cherchons un schéma de comportement qui mène à cette infraction. Pour une photo d'identité judiciaire comme celle-ci, j'imagine que l'aspect juridique prime, mais les procureurs et la défense l'examineraient, surtout en cas d'argument d'aliénation ou de santé mentale durant un procès présentant cette photo. Comment avez-vous vu des photos d'identité comme celle-ci, où vous la regardez et vous vous dites, ce n'est pas, vous savez, juste le genre de, je pense, la réaction humaine immédiate, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est dans un état d'esprit normal. Personne ne l'est si on vous accuse d'un tel crime. Mais comment une image comme celle-là peut-elle influencer le procès et la perception qu'a un jury de l'état mental de quelqu'un? Oh, c'est absolument crucial. Réfléchissez-y. Tout dépend de la façon dont vous racontez l'histoire, n'est-ce pas? Si vous êtes l'accusation, vous dites que c'est quelqu'un de froid, d'insensible, qui a un sourire en coin, qui a apprécié cela, qui ne montre aucun remords. Et si vous êtes la défense, vous dites que c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté. Ils sont coupés de la réalité. Ils ignoraient ce qu'ils faisaient et ne distinguaient pas le bien du mal. Ainsi, les mêmes preuves peuvent servir à raconter une autre histoire. Et pour elle, vous savez, je repense à ça parce que quand vous voyez la photo et votre première réaction en reconstituant l'histoire, c'est de penser que, encore une fois, il ne semble pas dans son état normal. En découvrant son histoire et sa personnalité, on voit qu'elle commence une sobriété de 30 jours. Elle, vous savez, termine dans un centre de soins en hospitalisation. Et vous regarderiez cela en vous disant que les choses s'améliorent. Et puis, quelque chose se passe entre ce moment-là, en avril, et là où nous en sommes maintenant, en septembre, apparemment. À quelle fréquence voyez-vous cela? Une personne réussit à l'hôpital, mais rechute après, surtout si elle était sans abri. Et je sais que c'est un défi. Je veux dire, à quel point voyez-vous souvent quelqu'un rechuter et peut-être emprunter un chemin très sombre?
le sans-abrisme est un facteur majeur de rechute. Malheureusement, il existe une forte stigmatisation des personnes souffrant d'addiction, souvent perçue comme une simple faiblesse de caractère. Désolé, les gens ils considèrent juste cela comme un défaut de caractère. Et donc, il y a beaucoup de jugements sur l'addiction, mais l'addiction est une maladie du cerveau où les personnes consomment des substances de façon compulsive malgré les conséquences négatives. Et s'ils n'ont pas un logement adéquat ou un toit au-dessus de leur tête, c'est clairement un facteur de risque important en ce qui concerne la rechute. Lorsqu'il s'agit d'un centre d'hébergement, vous savez, de façon générale, que fait une personne pendant ces 30 jours pour essayer de devenir sobre? Selon la substance, une désintoxication peut souvent être nécessaire. Le sevrage de certaines substances, comme l'alcool ou les sédatifs tels que les benzodiazépines, peut être mortel. Donc très souvent, les premières semaines sont consacrées simplement à essayer de les sevrer de la substance en toute sécurité pour qu'ils ne fassent pas de crise d'épilepsie et que leur vie ne soit pas en danger. Et puis, vous savez, oui, il y a différentes approches. Il y a les programmes en 12 étapes, il y a la thérapie individuelle. Cela dépend vraiment de la substance. Mais vous savez, d'après mon expérience, il faut généralement plus de 30 jours pour qu'une personne ait de bonnes chances de maintenir sa sobriété ou de rester clean, parce qu'il faut du temps au cerveau pour traverser ces changements, pour qu'il utilise la partie rationnelle plutôt que la partie émotionnelle, car l'addiction est très puissante. Et les gens sont littéralement assis là, et leur cerveau leur dit consomme ou meurs. Ils sont plus disposés à consommer des substances qu'à manger, qu'à entretenir leurs relations, qu'à garder leur emploi. Ils voient littéralement cela comme une question de vie ou de mort. C'est à quel point ce besoin de consommer la substance est fort, au point d'exclure tout ce qui est sain dans leur vie. Le terme fou est souvent utilisé, probablement au-delà de sa définition, de façon générale dans la société. Concernant le système judiciaire, si une défense pour foliaste est invoquée, que faudrait-il prouver devant le tribunal si, par exemple, quelqu'un juge une personne folle sur sa photo d'identité judiciaire? Donc cela dépend évidemment de la juridiction où cela s'est produit. Mais là, on entre dans les nuances, mais l'intoxication due à une substance ne fonctionnera pas comme défense pour folie. Une psychose secondaire à l'usage de substances pourrait être envisagée, mais si c'est simplement une intoxication, cela ne constituera pas une défense valable. Ce sera un facteur atténuant. Quand il s'agit de psychose, comment détermine-t-on si quelqu'un a réellement pu être dans un moment où il a littéralement perdu la raison et qu'une chose comme celle-ci s'est produite? Et je veux dire, est-ce que c'est la réalité ou quelqu'un peut simplement en sortir soudainement et se dire: «Oh mon Dieu, je ne peux pas croire ce que je viens de faire»? Si c'est une intoxication, cela peut durer plusieurs heures. Et vous savez, on essaie d'obtenir plus d'informations que simplement celles de la personne elle-même qui a été affectée. Nous essayons de parler aux personnes qui étaient les plus proches d'eux. Vous savez, est-ce que quelqu'un l'a vu dans les heures précédant cet événement ou dans les minutes juste avant que cela n'arrive? Essayez de comprendre dans quel état d'esprit ils étaient, comment ils interagissaient avec les autres avant que cela n'arrive, afin d'obtenir une image précise. Parce que je sais que cela varie probablement d'un État à l'autre, mais si la défense dans une affaire comme celle-ci essayait d'avancer un argument lié à la santé mentale, et que nous n'avons pas accès à ces dossiers médicaux pour savoir si elle avait déjà été diagnostiquée avec un certain type de trouble médical dans le passé, mais s'il devait avancer l'argument, vous savez, qu'un juge allait leur permettre de dire qu'il s'agissait d'une situation de type psychose, qu'elle avait perdu la raison, et je parle ici de manière plus générale, simplement de la façon dont ces affaires fonctionnent. Quel type de preuves devraient-ils réellement avoir pour pouvoir présenter devant le tribunal afin de dire que c'est la défense qu'ils vont essayer de mettre en avant? La défense devra donc prouver cet argument, n'est-ce pas? Et donc maintenant, vous allez examiner des éléments comme ses antécédents en matière de santé mentale. Y avait-il des antécédents de psychose ou d'agressivité durant un épisode psychotique? Donc tout cela sera replacé dans un contexte historique. Encore une fois, il faut analyser les événements jusqu'aux minutes précédant ce qui s'est passé pour voir si quelqu'un peut dire oui, elle avait vraiment l'air à côté de la plaque. Wapesiper. Elle était complètement déconnectée. Elle paraissait déconnectée de la réalité, cherchant à prouver qu'elle ignorait la distinction entre le bien et le mal. Mais encore une fois, l'intoxication par des substances ne pourra pas être utilisée dans ce but pour prouver que quelqu'un n'était pas conscient de ses actes ou qu'il ne savait pas ce qui était bien ou mal.
Essayer cette voie sera très difficile car cela ne fonctionnera pas. Ils devront prouver une autre maladie mentale que l'intoxication pour tenter d'invoquer la défense d'aliénation mentale. Ce qui, contrairement à la croyance populaire, réussit rarement. Elle est rarement utilisée et encore moins souvent couronnée de succès. En effet, on pourrait croire sans expérience judiciaire qu'il s'agit juste d'une personne dans un mauvais état d'esprit. Mais il existe en réalité une définition juridique précise à respecter. Elle est accusée de tentative de meurtre. Il est probable qu'elle aille en prison vu ses difficultés avec la toxicomanie d'après sa page Facebook. Elle sera jugée dans le Dakota du Nord. Sans parler spécifiquement de cet État, en général, quels problèmes peut-elle rencontrer en prison et quelles ressources existent pour une personne ayant des problèmes de toxicomanie et risquant une longue incarcération? J'ai travaillé dans divers départements de l'administration pénitentiaire de plusieurs États. De nombreux départements de l'administration pénitentiaire disposent de ressources contre la toxicomanie, car une grande part des détenus souffrent de troubles mentaux et de dépendance. Il existe des ressources, des réunions des 12 étapes et un accompagnement individuel selon le financement et les ressources disponibles. Mais c'est clairement quelque chose dont elle devrait profiter pendant son incarcération si elle était reconnue coupable. Je sais qu'on parle souvent du manque de ressources en santé mentale ou pour les addictions à l'extérieur. Penses-tu que lorsqu'une personne va en prison alors qu'elle fait face à ce genre de problème, elle peut réellement être réhabilitée de cette manière grâce au système carcéral? Je sais que c'est un grand débat actuellement concernant les gens ayant du mal à trouver des ressources extérieures. Oui, c'était là. Ouais. J'ai vu des personnes, des patients à moi, qui ont été incarcérés et qui ont réussi à rester sobres et à obtenir de l'aide au sein du département de la correction. Je ne vois pas ça souvent, mais je l'ai déjà vu. J'ai vu ces exemples de personnes réintégrant la communauté et devenant productives, mais cela dépend des ressources disponibles. Et évidemment, s'ils ont le soutien de leur famille, c'est clairement un énorme avantage pour les aider à devenir sobres et à rester abstinents aussi. Oui, et d'autres détails continueront d'émerger sur cette histoire à Fargo, Dakota du Nord. Docteur Daniel Bober, psychiatre légiste, merci de prendre le temps d'être avec nous sur Law and Crime et de nous éclairer sur ces sujets. Avec plaisir. Fin de cette affaire par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois